Confraternellement avec le journaliste Abdoulaye Bamba Diallo déjà sur ce plateau, il commentera la lutte de la plateforme Nyolank. Question, un combat citoyen ou plutôt politique, il y répondra. Coin écho, la rubrique de l'économie et des espèces sonnantes et trébuchantes. Émergence, le mot magique. Mais à quoi correspond-il réellement? L'économiste statisticien Moubarak Lo, inventeur de l'indice de mesure de l'émergence, est attendu également sur ce plateau. Bouillon Culture clap sur le cinéma sénégalais entre ombres et lumières, le 7e art au pays de Sembène et de Mambéty ou encore de Paulin Soumanou Vieira. Ailleurs, nous irons à Kédougou, à l'est du Sénégal. Kédougou, la terre des hommes, avec son or, mais aussi ses pauvres. Ensuite, cap sur le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, en proie à une vague terroriste. Le diplomate, c'est le politologue Yorodia qui va s'y coller cette semaine. La monnaie CFA Eco, la différence entre les pays francophones et anglophones d'Afrique et l'Iran seront au menu. Et puis, portrait, caméra croisée sur le chien et le chat. Après le cheval, ITV vous fait découvrir ce que vous ne saviez pas de ces deux autres animaux domestiques amoureux de l'homme et c'est réciproque. Voici la totale, l'actualité totale. Confraternellement donc, Nyolank Nyobagne, c'est le mouvement citoyen rendu célèbre par la mesure de hausse du prix de l'électricité. La plateforme s'oppose à la décision prise par les autorités. Un des leaders du mouvement, Guy Marius Sagna, est en détention préventive depuis plusieurs semaines suite à une manifestation non autorisée devant les grilles du palais présidentiel. Samedi, d'autres responsables ont été interpellés par la police sénégalaise pendant qu'ils distribuaient des tracts. ITV se propose de jeter un regard sur les motivations de ce mouvement. Nyolank, un combat citoyen ou un combat politique? Alioune Gueye et Souleymane Diallo signent le dossier. Regardez. Le combat au début, il est citoyen, mais à la fin, c'est un combat politique. Nyolank est une organisation qui regroupe d'autres organisations, syndicalistes, activistes, sociétés civiles et politiques. Il y a un combat citoyen aujourd'hui qui n'est pas pris en compte par les partis de l'opposition et c'est une brèche assez béante dans laquelle ces jeunes-là se sont engouffrés. Tout est parti de cet incident devant les grilles du palais de la République. Ils voulaient entrer dans l'institution pour dénoncer la hausse du coût de l'électricité. Mais c'est peine perdue. Depuis lors, le collectif investit les rues de Dakar pour obtenir gain de cause. Le gouvernement sénégalais a décidé d'augmenter les prix de l'électricité, une mesure politique qui a suscité une mesure politique qui a été impopulaire au niveau de la population et a suscité une vague d'indignation. Sur ce, une plateforme a été mise en place, une plateforme de revendication citoyenne. Une lutte citoyenne ou politique, les avis sont partagés. Ce sont des jeunes qui ne sont pas à la tête d'instances de partis politiques, qui sont en train de prendre en compte donc ces luttes citoyennes qui ont été laissées en rade par les partis de l'opposition. C'est vrai, si on prend l'exemple de Guy Marius Sagna, il était dans la coalition Sonko président. Mais vous voyez, dans ces collectifs-là, ils sont beaucoup plus libres. Aujourd'hui, il est clair, il est précis, il est opportun de rappeler, d'insister pour justement clamer que la plateforme Nyolank doit et devra mener uniquement un combat citoyen loin justement des considérations politiques. Dans le collectif, il y a des politiques. Dans le collectif, il y a des activistes. Dans le collectif, il y a des membres de la société civile. Donc, comment peut-on qualifier cette organisation de politique encagoulée? Je ne sais pas. Les populations pour lesquelles Nyolank se battrait ont leur mot à dire. Je trouve que c'est un combat citoyen. Le fait de payer le courant concerne à tout Sénégalais, que ce soit un politicien ou bien un citoyen simple. C'est un combat citoyen au début, parce que en commençant, les gens se débattent des questions. La vie est dure,
les gens sont fatigués, mais toujours à la fin, hausse du prix de l'électricité, mais toujours à la fin, c'est la politique qui rafle tout. Aujourd'hui, PASTEF même est membre de la plateforme du collectif Non Langue. Aujourd'hui, c'est seulement le collectif Non Langue qui réunit, qui regroupe tout le monde. Que ça soit organisation de la société civile, que ça soit politique, que ça soit activiste. Une probable audience avec le chef de l'État est en gestation. Non Langue est prêt à y aller, mais à une seule condition. Monsieur Alioune Badara Cissé nous a proposé une rencontre avec le président de la République. Nous avons dit que nous ne dirons pas non à cette rencontre si c'est pour annuler la hausse des prix de l'électricité. Mais nous n'irons pas rencontrer Macky Sall tant que nos camarades sont en prison. Donc il y a le préalable requis, c'est-à-dire la libération des camarades Guy Marius Sagna, Ousmane Sarr et Fallou Galass Seck. Parce que nous pensons même qu'il doit faire partie de la délégation. Les analystes ne sont pas contre l'idée. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Et ça aurait été grave d'ailleurs si ces jeunes-là ne refusaient de rencontrer le président de la République. Vous êtes en revendication, ils disent qu'ils sont en sensibilisation des populations. La première personnalité à pouvoir régler leurs problèmes, c'est le chef de l'État. S'ils peuvent le rencontrer, pourquoi pas? Nous sommes véritablement sous une forte menace terroriste djihadiste. Donc, ce qui veut dire que nous avons besoin d'un pays stable, d'un pays de paix, mais surtout d'un pays de dialogue et de concertation. Un mouvement citoyen qui s'est fait connaître avec comme figure de proue cet homme, Guy Marius Sagna. En 3 ans, il a enregistré 16 arrestations. Et depuis sa dernière interpellation devant les grilles du palais, ses compagnons réclament toujours sa libération. Ce plateau pour commenter ce sujet, Abdoulaye Bamba Diallo, bonsoir. La facture de courant n'a pas de couleur politique, mais ce combat de Nyon Langue, Nyon Bagne, est-il simplement citoyen? Il est citoyen. Pas de relance politique? Mais non, parce que de toute façon, que ce soit un combat citoyen, qualifié de citoyen ou qualifié de politique, c'est la même chose. Parce qu'en fait, la politique, c'est la gestion des affaires de la cité. Si on se retourne à son sens originel grec. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est la manière de formuler ça qui peut différer et les formes d'engagement politique. Mais que ce soit dans l'espace politique partisan ou dans l'espace citoyen, c'est toujours un combat politique. Les deux sont intimement liés. Sont consubstantiels. Alors, est-ce que le fait de rencontrer des opposants, comme nous l'avons vu il y a quelques jours, dans la démarche de Nyon Langue, devrait poser problème? Pas du tout. Moi, je ne pense pas du tout. Je pense que nous sommes dans un espace de liberté. Et surtout qu'ils l'ont précisé, ils ont des membres qui militent dans des partis politiques. Voilà, de toute façon, c'est une plateforme de lutte syndicale, de lutte qui a des relents de défense des droits de la défense du coup des droits comment on appelle ça, des droits des citoyens. Des droits des citoyens. Bon, pour ceux qui acceptent de se retrouver dans cette plateforme, dans cette plateforme de lutte, dans ces points défendus, qu'ils viennent de gauche ou de droite, ça correspond à la même chose. Parce que chacun reste sa casquette et chacun retourne après à sa chapelle. Donc, Nyon Langue, peut-être qu'ils ont une démarche très pragmatique, très pertinente, qui a l'avantage sous nos cieux d'être peut-être une nouvelle formule d'engagement citoyen qui ne se voyait pas. Peut-être qu'auparavant, tout engagement citoyen avait des relents de politique partisane. On était plus ou moins catégorisés dans un segment de gauche, de droite, ou de ceci ou de cela. Mais eux, ils disent, bon, ni à droite ni à gauche, uniquement ce que nous faisons prévaloir, ce n'est ni l'idéologie ni la doctrine, mais c'est uniquement aujourd'hui nos droits citoyens. Et nous pensons que le coût de la vie a atteint un niveau un peu aujourd'hui au-dessus des forces des masses laborieuses. Est-ce que le pouvoir serait fondé à avoir de mauvais œil ce combat mené par Nyon Langue? Je ne pense pas qu'il soit fondé, je ne pense pas qu'il le soit. Je pense plutôt que le pouvoir joue un jeu très intelligent. À la limite, je me dirais même machiavélique, parce que ça lui permet le pouvoir aujourd'hui comprend qu'il y a une nette évolution dans l'engagement citoyen de ce pays et qui forcément va avoir des impacts sur l'engagement politique partisan à terme. Et ça procède aussi au renouvellement des élites de ce pays. Et ça leur apprend aujourd'hui aussi l'état de l'opinion. Et aujourd'hui, l'opinion
vers quelle tendance elle semble le plus aller, vers aujourd'hui à accepter, être plus à l'écoute d'un discours idéologique ou beaucoup plus d'un discours qui s'occupe, excuse-moi, du pain, du ventre, plutôt que, excuse-moi, des problèmes de liberté ou de démocratie. Comme nous sommes dans un pays où vraiment le premier combat n'est plus aujourd'hui au niveau de la liberté de la démocratie, mais peut-être au niveau de la qualité de la vie, je pense que le pouvoir qui observe très bien, qui analyse très bien, le voit la preuve. Je pense que rien n'est fait pour les empêcher de s'exprimer. Mais justement, vous dites que le pouvoir joue un jeu intelligent, mais il procède quand même, ou en tout cas la police, procède à des arrestations. Samedi, des manifestants qui distribuaient des tracts ont été arrêtés. Nyolank exige, ou en tout cas réclame aujourd'hui, la libération de Guy Marius Sagna et compagnie. Bon, on nous fait dire qu'ils ont été arrêtés parce qu'ils distribuaient des tracts. Oui. Mais qu'est-ce que la police leur reproche? Parce que le grand problème qu'on a avec la police, vous êtes bien placé pour le savoir avec moi, c'est qu'ils ne vous disent jamais, ils ne disent jamais à l'opinion, ou en tout cas ils ne disent jamais au public, ce qu'ils peuvent reprocher à un citoyen. Voilà, donc, elle n'a pas donné sa version des faits. Sa version des faits. Bon, on se contente de ce qu'on nous dit. Elle a tort de ne pas le faire. Elle a beaucoup tort de le faire. De toute façon, tout change, tout a changé depuis ces 30 dernières années sur la planète. Tout. On ne gouverne plus comme on gouverne comme avant 1980. On ne gouverne plus à l'ère d'Internet, des réseaux sociaux, comme on a gouverné avec nos parents. Aujourd'hui, les gouvernants sont tenus de s'exprimer en temps réel. Et on le voit, le gouvernement de Macky Sall a commencé. Vous avez dû constater depuis quelques années, ils sont de plus en plus prompts à réagir aujourd'hui face à toute chose, que ce soit une rumeur, une intox ou quoi que ce soit, une interprétation, une manipulation. Vous voyez tous les segments mis à l'index, que ce soit au niveau gouvernemental, administratif, étatique ou partisan, du tic au tac y répondre. Peut-être que certaines administrations, comme celle de la police, peut-être sont plus traditionnelles, mettent du temps à réagir, mais ils sont obligés, ils devraient répondre parce que c'est ça qui est à leur avantage. Parce que pour le moment, Nyolank marque des points, parce que ce combat, c'est un combat qui est largement partagé, parce que tout le monde se retrouve dans la défense de ses droits. Alors, le médiateur de la République a parlé d'une rencontre entre le président de la République et Nyolank, lui en tant que facilitateur. Pour le moment, aucune confirmation de cette information donnée par le médiateur du côté du palais présidentiel. Nyolank a juste dit qu'il ne s'oppose pas à cette rencontre, mais qu'elle posait comme condition, 1, l'annulation de la hausse du prix de l'électricité, 2, la libération de Guy Marius Sagna. Bon. Je dois d'abord dire que le propos du médiateur de la République me pose problème en soi. Oui. Pour quelqu'un qui s'occupe de la médiation, un ombudsman, quelqu'un qui fait de la médiation, de la facilitation, je pense qu'il ne devrait pas porter ses appréciations sur la place publique. Je pense que son devoir premier, c'est de faciliter des rapprochements, d'éviter des malentendus, des équivoques. Et s'il parvient à ce qu'un bon diplomate, que les gens se retrouvent autour d'une table, puissent parler, il doit acter ça. Mais dire qu'au terme d'une rencontre que j'avais une partie en conflit avec une autre partie, j'ai pensé que le chef de l'État pourrait les recevoir et que je les ai exprimé cette hypothèse de travail. Si jamais cela advenait, est-ce qu'ils sont d'accord? Qu'ils disent sur le principe aussi, on part que de principe. Sur les principes, souvent, on est tous d'accord. C'est sur les modalités d'application des principes qu'on diffère. C'est la preuve, vous dites, Nyolank dit à condition que. Oui. Ça devrait être négocié en coulisses. Oui, mais là également, la problématique de la communication. Pour le moment, il n'y a pas de communiqué qui émane de la présidence de la République pour confirmer ou infirmer cette volonté du chef de l'État. Mamoudou, je ne vous apprends pas qu'on ne demande pas ce qui n'existe pas. C'est le médiateur de la République qui a exprimé un souhait. Oui, mais qui a eu à rencontrer le chef de l'État, qui a rencontré Nyolank. Lui, il est dans le cadre de sa mission, en tant qu'ombudsman. Oui. Lui, il fait de la médiation, de la facilitation. Tout comme la structure que dirige Innocence Ntap Ndiaye, le dialogue social. Donc, il est dans son boulot de rencontrer deux parties qui ont des différences, qui ont un conflit, qui ont un contentieux. Mais il n'est pas tenu de dire, après avoir rencontré une des parties, j'ai soumis à l'autre partie ceci et j'ai pensé qu'on pourrait faire ceci. Et si jamais ça pourrait se faire, il dit à l'autre partie, qu'est-ce que est votre position? Je dis, les gens répondent, d'accord sur le principe. Maintenant, nous avons des préalables. Et les préalables, souvent, sont négociés, sont discutés en coulisses. Nyolank, qui se bat contre la hausse du prix de l'électricité, mais qui ne participe pas
pour le moment au dialogue national piloté par Famara Ibrahima Sagna. Vous avez peut-être connu l'homme, en tout cas vous avez eu à apprécier sa trajectoire quand il était au pouvoir, aujourd'hui qu'il dirige ce dialogue national. Est-ce que vous pensez que son pilotage de cette machine est bon ou pas? En fait, il y a un petit problème quelque part, de timing selon moi. Je n'ai pas compris qu'on ait commencé un dialogue politique bien segmenté et ensuite qu'on dise il y a un dialogue national 8 mois après, qu'on met en place une commission. Je ne comprends pas tellement bien. Mais pour M. Sagna, Famara dont vous parlez, il faut retenir que l'histoire politique contemporaine enseigne que c'est lui qui a été à la base du rapprochement entre Abdou Diouf et Abdoulaye Wade après les événements mouvementés de mai 4 des élections présidentielles de 1988, après l'échec de la table ronde nationale, après le départ de Jean Collin du système Diouf, c'est lui qui a facilité le rapprochement Diouf-Wade au point qu'il y ait eu le premier gouvernement de majorité présidentielle élargie qu'il a piloté lui en étant ministre de l'Intérieur. Donc, il a un profil politique qui vraiment cadre bien avec les fonctions qu'on lui assigne. Mais le seul problème, c'est que lui, j'ai cru comprendre qu'on va en faire un notaire dans la fonction actuelle. Il est simplement changé de faire le répertoire, parce que l'agenda, le contenu est déjà élaboré par les commissions, mais lui simplement fait le répertoire, mais ce n'est pas à lui de faire la table des lois. Et la table est dans ces conditions, si c'est bien agressif, si ma compréhension est la bonne, c'est juste un notaire qui simplement s'occupe de rassembler, de coordonner et de remonter au chef de l'État. Oui, apparemment, il se réserve une marge de manœuvre, puisque lui-même dit « personne ne peut me faire faire ce que je ne peux pas faire ». Mais quel est le job description qu'on lui a donné? C'est-à-dire que simplement le président s'est déjà engagé. Tout consensus obtenu au niveau des commissions du dialogue, il s'engage à les examiner, à peut-être lui donner une suite favorable. Lui, on lui demande simplement, peut-être avec comme vous dites, son itinéraire, son expérience, oui. Peut-être, connaissant peut-être les modalités d'application les modalités d'application de l'administration sénégalaise de la fonction publique, savoir un peu comment tout ça doit être présenté, coordonné, fait, et comment tout ça doit être aussi ventilé. Peut-être pour ça qu'on en a besoin. Je dis, c'est pourquoi je me permets de penser que ce n'est qu'un notaire à qui on dit d'appliquer la loi, parce que la table de loi, ce n'est pas lui de l'appliquer, c'est ce qui dialogue au niveau de la commission politique. Processus électoral, statut de l'opposition, entre autres, etc. Donc lui, il n'a rien d'autre à faire sinon qu'à faire simplement un reporting, un répertoire et nous remettre le convoyer au niveau du chef de l'État. Donc il n'a pas d'interprétation, il ne devrait pas y avoir d'interprétation à faire de sa part. Et je ne pense pas que, pour ce que j'entends, que ça pose problème. Je pense plutôt que c'est la presse qui, d'une certaine façon, a pensé que parce que simplement quelqu'un tenait à dire « j'existe, j'ai ma manière de faire », ma manière de faire ne veut pas dire que pour autant que tu vas changer ce que tu es tenu de faire. Oui. Merci Abdoulaye Bamba Diallo d'être venu pour commenter cette actualité de la semaine consacrée à Nyolank, mouvement citoyen ou mouvement politique. Votre sentiment, c'est que les deux sont intimement liés, pour ne pas dire consubstantiels. Merci. La suite de La Totale. Émergence, le mot est au bout de toutes les lèvres, ou presque. Il est devenu très populaire, en tout cas au Sénégal, avec l'arrivée au pouvoir du président Macky Sall en 2012. Un programme de gouvernement dénommé Plan Sénégal émergent a été adopté en 2014. Mais cette émergence dont tout le monde parle, pour la critiquer ou pour la magnifier, correspond-elle à une réalité tangible? Élément de réponse dans le reportage que nous allons regarder. Depuis son accession au pouvoir en 2012, le mot émergence colle à la peau de Macky Sall comme s'il en était l'inventeur. Tiré du verbe émerger, qui est dérivé du latin immergo, qui a entre autres significations le fait d'apparaître, de s'en sortir ou encore de se libérer. Mais si cette notion connaît une certaine popularité chez nous, c'est surtout pour son sens économique. Car en économie, qui parle d'émergence, parle de développement. L'émergence, c'est vraiment une transformation qualitative, n'est-ce pas, des structures économiques d'un pays en voie de développement. Il va falloir donc des taux de croissance constants
et linéaire, avoir un ratio de main-d'œuvre qualifiée très important par rapport à la population. Mais il faut que le pays aussi puisse avoir un taux d'ouverture élevé, accroissement des exportations et l'importance aussi des importations en matière de biens, n'est-ce pas, d'investissement. Une définition quasi similaire à ce que les citoyens comprennent de l'émergence. Pour moi, l'émergence, c'est quitter la pauvreté pour aller vers l'opulence. Pour moi, l'émergence, c'est donner aux jeunes les emplois. Je crois que quand on parle d'émergence, c'est-à-dire que le pays a connu des difficultés et que nous sommes dans une étape où l'on commence normalement à sortir du gouffre. Des citoyens qui cependant pensent que l'émergence du Sénégal est toujours, selon eux, à l'étape de promesse. L'émergence ne se mange pas et on ne le sent pas. Il y a beaucoup de chômage. Les jeunes sont beaucoup en chômage, tellement. Il y a certains qui vivent des situations vraiment difficiles dans ce pays. Ils n'arrivent même pas à payer leurs ordonnances ou s'ils le font, ils n'auront pas de quoi manger le lendemain. Tout le monde se plaint, réellement, tout le monde se plaint de la situation économique. Maintenant, à défaut d'émerger, peut-être on submerge. Même si beaucoup de Sénégalais déclarent avec humour que l'émergence tant clamée ne se mange pas, il faut quand même savoir que si elle est bien déroulée, l'émergence peut bel et bien nourrir une population. L'émergence devrait se manger, bien entendu, puisqu'un pays émergent, je l'ai dit, va augmenter sa création de richesse sur une longue période. La population avec une main-d'œuvre qualifiée va augmenter, donc plus de travailleurs qualifiés, mais aussi une balance commerciale excédentaire, c'est-à-dire des devises et des ressources qui vont entrer dans le pays. Naturellement, ça va impacter le vécu des populations. Le concept de pays émergent est apparu dans les années 1980 avec l'économiste néerlandais Antoine van Angmel, qui fut le premier à parler de marché émergent, une notion utilisée pour parler de pays en développement offrant des opportunités pour les investisseurs. Aujourd'hui, cette notion est devenue un idéal pour bon nombre d'États. Le Sénégal, avec ses efforts fournis ces dernières années dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires, s'efforce à atteindre l'émergence. Cependant, malgré les bons considérables du PIB, les citoyens tardent encore à se reconnaître dans cette émergence promise d'ici 2035. L'économiste statisticien Moubarak Lo, qui a beaucoup écrit sur l'émergence, il a inventé l'indice de mesure de l'émergence. Il est avec Mamadou Ndiaye. Bonsoir à tous les deux. Je vous laisse entre vous. Bonsoir. Bonsoir Moubarak. On a vu un élément sur l'émergence. Vous êtes un chercheur émérite parce que vous mettez sur la table justement des résultats et vous soumettez ça à l'approbation justement de vos pairs, ce qui n'est pas une mince affaire pour un économiste justement de votre talent. Mais tout le monde parle d'émergence. Est-ce que vous pouvez, avec des propos très simples, nous dire ce que c'est justement le concept d'émergence? Bon, je pense que le plus simple, c'est de prendre la définition du dictionnaire. Souvent, on l'oublie. Si vous prenez, il y a plusieurs dictionnaires, mais la meilleure définition, c'est la définition du Robert. Le Robert dit, émerger, c'est dire d'un phénomène qui attire l'attention par sa valeur. Donc quand on parle d'émergence, il y a le concept de valeur. Il y a un pays qui était dans un lot de pays et qui, à force d'effort, a réussi à émerger du lot, donc par sa valeur. Donc l'émergence, il y a le concept de valeur. Vous pouvez lier l'émergence par la valeur, une valeur que vous ajoutez sur la durée. En fait, émerger du lot, c'est LOT, mais on peut aussi émerger de l'eau, LEAU. Oui, tout ça est lié. Vous savez, nous, dans nos concepts, tout est lié à l'eau. Oui. Parce qu'il y a des pays immergés qui sont au fond de l'eau, qui sont retenus sous l'eau par des handicaps structurels qui les maintiennent dans la trappe de la pauvreté. Donc ces pays-là ont des difficultés pour émerger de l'eau, l'eau avec L''EAU. Ensuite, un pays émergent, en fait, n'est pas encore émergé. C'est pourquoi nous, dans nos recherches, nous avons différencié le fait d'être émergent et le fait d'être émergé. Nous sommes les premiers au niveau mondial à avoir différencié ces deux concepts. Parce que souvent, on parle de pays émergents, GENT,
Mais l'émergence, c'est un processus. C'est-à-dire, le pays qu'on appelle émergent, il est en train de sortir la tête de l'eau. C'est un processus vertical. Donc, vous étiez au fond de l'eau, immergé. Donc, vous êtes en train de faire des efforts. Vous commencez à avoir des résultats. Votre croissance s'accélère. Les investisseurs viennent. Vous commencez à avoir une présence sur les marchés mondiaux avec des produits relativement sophistiqués. Vous développez votre productivité. Donc là, vous êtes émergent. Donc, G-E-A-N-T. Donc, c'est un processus. Maintenant, une fois que vous êtes hors de l'eau, que vous avez sorti la tête de l'eau, vous devenez émergé. Donc vous êtes émergé et ensuite vous pouvez de manière sereine évoluer tranquillement pour devenir un pays totalement développé. Donc vous avez ce concept de pays pauvre, immergé, de pays émergent, de pays émergés et de pays prédéveloppés, ensuite développés. Alors certains qui observent bien l'évolution économique de nos pays constatent que le concept de développement, il s'appauvrit. On en parle moins, on ne l'évoque pas. Et en lieu et place, c'est l'émergence justement qu'on évoque plus ou moins. D'abord, il y a beaucoup de pays justement qui postulent à l'émergence. Et ensuite, tous les pays justement ne parlent plus de développement, alors que le développement, c'était un cumul de progrès. Qu'est-ce qui se passe pour que justement on passe de développement à émergence? Vous savez, dans la théorie économique, le terme qui existait avant, et qui existe toujours dans la littérature économique, c'est le pays de convergence. Donc il y a des économistes qui ont postulé que les pays pauvres vont finir par converger avec les pays développés. C'est pourquoi, si vous prenez par exemple le classement des Nations Unies, une institution comme la CNUSED, la CNUSED ne connaît que les pays en développement et les pays développés. Maintenant, dans le temps, il y a eu les pays du tiers-monde, donc il y a encore une catégorie des pays en développement. Et ensuite, maintenant, depuis les années 80, il y a ce concept de marché émergent d'abord, ensuite de pays émergents. Donc c'est une transition. C'est pourquoi, parce que si le développement, les données l'ont montré, nous avons fait le test, nous avons regardé l'évolution de pays sur 40 ans, 50 ans. Si vous prenez 1960, nous avons pris dans notre panel tous les pays dont le PIB par tête était inférieur au tiers de celui qui était le plus développé à l'époque, qui était les États-Unis. Nous les avons suivis. Et donc, nous avons constaté que le postulat de la convergence, notamment de la convergence absolue, n'était pas du tout garanti. Et donc, beaucoup de pays, au lieu de converger, ont même divergé. Et deuxièmement, la convergence avec les pays développés, ça peut prendre 200, 300 années. Et donc, si vous êtes un leader politique, vous venez, vous dites, mon projet, c'est de devenir développé dans 300 années, personne ne va vous écouter. Alors que l'émergence, c'est une question de 10, 15, 20 ans, suivant le niveau du pays. Pour le Sénégal, c'est une affaire de 10 ans. Le Sénégal peut devenir émergent en 2025, je ne dis pas 2035. Le Sénégal peut devenir émergé en 2035, mais émergent en 2025. Dans 5 ans. Alors, est-ce que vos travaux sont reconnus par vos pairs, par la communauté internationale? Bon, nous allons publier bientôt des travaux inédits qui n'existent pas au niveau mondial. Je défie quiconque de prouver le contraire. Parce que nous avons pris le soin pendant plusieurs mois, nous avons travaillé en laboratoire au sein du bureau de prospective économique que je dirige. Et nous allons publier dans quelques semaines un ouvrage sur ces questions-là et qui sans doute fera l'objet de critiques et d'acceptation. Je pense que nous avons utilisé les méthodes les plus robustes pour d'abord bâtir des indices d'émergence, mais également des indices de compétitivité, même des indices de prérequis de l'émergence. Parce que l'émergence, comme je dis que c'est un processus, vous pouvez faire ce qu'on appelle des modèles à effet retardé. C'est-à-dire que l'émergence, ce n'est pas le hasard. Vous ne pouvez pas émerger du jour au lendemain sans rien faire. Il faut se préparer. Ce n'est pas parce que vous avez découvert du pétrole que vous allez devenir émerger. Donc d'ailleurs, j'en profite pour dire au Sénégal, ce n'est pas parce qu'il découvre du pétrole qu'il va devenir émerger. C'est d'autres efforts qui vont permettre au Sénégal d'être émergé. Donc c'est notamment des efforts de productivité, transformation structurelle, mais également d'inclusion, qui permettront de devenir émergés. L'émergence, tout le monde regarde vers les pays occidentaux comme point de référence. Mais on a aussi nos pays qui aspirent justement à l'émergence des points de vulnérabilité. Donc est-ce que ce n'est pas là, disons, un danger qui guette justement, ne serait-ce que pour creuser l'écart entre nous et les pays justement développés? Oui, justement, disons, pour l'émergence, ce qu'on cible, ce n'est pas les pays développés. Je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes émergé au fond de l'eau
avant de penser à devenir totalement développé, donc totalement développé, vous êtes dans les berges. C'est le stade suprême de l'émergence. Non, le stade suprême du déveloveloppement. Parce que oui, non, le développement, c'est le stade suprême de l'émergence ou... Bon, disons que c'est l'étape qui suit l'émergence. Très bien. Vous commencez par... Vous ne pouvez pas vous développer avant d'émerger. C'est ça. Parce que si vous êtes dans le fond de l'eau, si vous roulez ou si vous essayez de nager de manière horizontale, vous n'allez jamais sortir de l'eau et vous n'allez jamais arriver à la berge. Donc vous êtes obligé de faire un processus horizontal qui vous mène vers l'émergence. Oui, mais vous dites que le Sénégal sera émergent dans 5 ans. Comment pouvez-vous le décréter comme ça? Vous savez, nous, on a utilisé des instruments de mesure, on a défini des modèles avec des cibles, et donc on suit les pays. On a 104 pays, le Sénégal n'est qu'un pays parmi 104. Et ensuite, on fait tourner le modèle et le modèle donne des scores. C'est ça. Le Sénégal, aujourd'hui, son score fait qu'il est un pays qu'on appelle pré-émergent. Et d'après nos calculs, si le Sénégal poursuit la tendance qu'il a depuis entre 2015 et 2018, en 2025, il atteindra le stade de pays émergent. Et en 2035, il atteindra le pays de pays émergés. Et je dis que dans le cadre de l'émergence, la référence, ce n'est pas les pays développés, c'est les pays aujourd'hui émergés. Et là, d'ailleurs, ça fait le lien avec la théorie de la convergence, mais pas absolue, ce qu'on appelle la convergence conditionnelle. C'est-à-dire, si vous voulez converger avec les pays aujourd'hui émergés, vous devez avoir les fondements et les facteurs de base des pays qui sont aujourd'hui émergés. Donc, c'est là où le leadership politique a un rôle énorme à jouer, parce qu'il doit engager un processus de réforme. Parce que vous ne maîtrisez pas les résultats. Ce que vous maîtrisez en tant qu'acteur public, gestionnaire, c'est ce qu'on appelle les facteurs de base. Donc, vous devez améliorer votre capital humain, les infrastructures, la gouvernance, lutter contre la corruption, accélérer les procédures, développer la technologie. Une fois que vous avez fait tout ça, les investissements vont venir. Vous allez être présent sur les marchés internationaux et au bout d'un certain nombre d'années, vous devenez émerger. Et ensuite, vous pouvez vous fixer d'autres objectifs parce que le développement total suppose de la sophistication, beaucoup de technologie, beaucoup d'innovation. Donc, c'est deux processus différents. Il vous reste 1 minute, Mamadou Ndiaye. Le plein emploi. L'émergence reste muette justement sur la question du plein emploi. Alors que le plein emploi, sans doute, ça postule au moins quand même l'émergence d'un pays. Et ensuite, qui finance justement cette émergence? Bon, c'est deux questions. Disons que l'émergence est consubstantielle avec la création d'emplois. Vous ne pouvez pas avoir une émergence sur la durée sans que ça se ressente sur la création d'emplois. Il y a beaucoup de calculs qui ont été faits, notamment par les Nations Unies, qui prouvent que si vous voulez réduire le chômage... Qui est un gaspillage d'ailleurs. Oui, c'est un énorme gaspillage de ressources humaines. Si vous voulez donc créer des emplois, il vous faut une croissance accélérée sur la durée. Donc si vous faites ça, tôt ou tard, vous allez créer de l'emploi parce que vous allez commencer par développer la productivité, c'est ça. Mais ensuite, vous allez avoir une pleine utilisation des capacités. Donc, ça va créer de l'emploi. Sur le financement. Vous allez être obligé aussi de créer de l'investissement et ça génère de l'emploi. Bon, le financement, bien évidemment, il faut être innovant parce que l'émergence demande pas mal de financement. Il vous faut développer le capital humain, les infrastructures et tout cela demande beaucoup d'argent. Maintenant, vous avez les ressources publiques comme l'impôt, mais il y a des financements innovants comme les partenariats publics-privés, mais surtout la mobilisation du secteur privé. C'est pourquoi l'aspect le plus important, c'est la compétitivité structurelle. Nous avons défini, nous, au sein du bureau, un indice de compétitivité structurelle qui permet d'identifier les forces et les faiblesses du pays. Donc, si vous améliorez votre compétitivité structurelle, ne vous en faites pas. Les investisseurs vont venir, vous n'avez pas besoin de les appeler. Si tous les pays se mettent à l'heure de l'émergence, est-ce qu'il n'y a pas là aussi un effet répétitif qui ruinerait peut-être un peu les chances justement de certains pays d'être émergents? Non, je pense que dans nos indices, nous avons constaté que tous les pays progressent d'année en année. Et l'émergence, l'intérêt de cette affaire, vous n'essayez de rattraper aucun pays. Vous essayez de rattraper des niveaux de performance. Très bien. Parce que quand vous arrivez vers ces niveaux de performance, le pays que vous avez essayé de rattraper, entre-temps, il a lui-même franchi d'autres étapes. Donc, il faut fixer des benchmarking
en termes de caractéristiques et vous mettez en œuvre les réformes qui vous permettent d'atteindre ces caractéristiques. Merci. Nous sommes à 10 minutes du journal d'Adama Anouchkaba. Merci Moubarak Lo. Merci beaucoup. Merci Mamadou Ndiaye. La totale que vous suivez à l'instant sur ITV. En ligne, Yorodia, politologue, après Moubarak Lo. Tous les deux sont d'ailleurs des produits de Sciences Po. Bonsoir Yoro. Bonsoir, Mamadou Brakan. Yorodia, nous allons parler de la monnaie, le CFA et l'éco. Le CFA va devenir l'éco si tout se passe bien. Mais cette semaine, il y a surtout cette rencontre entre les pays non francophones de la CEDEAO, plus la Guinée, il faut quand même le préciser, qui ont dénoncé une décision unilatérale en faisant allusion à la déclaration d'Abidjan des présidents Ouattara et Emmanuel Macron. Que faut-il comprendre dans cette position de ces pays dits non francophones? Merci beaucoup Mamadou Brakan. Je voudrais aussi passer le bonjour à mon éminent grand frère Moubarak Lo, qui est aussi mon ancien à l'École nationale d'administration de France et qui est très outillé pour parler de cette question aussi. Moi, je pense que ce que les anglophones ont voulu dénoncer, c'est juste peut-être une question de forme. Ça veut dire que le fait que Macron et Alassane Ouattara leur aient ravi la politesse. Et je pense que la marche vers l'éco se fera par cheminement. Et je pense que quand on voit l'euro, la création de l'euro, ça s'est fait par étapes successives. Il y a eu des pays qui ont été prêts et qui sont partis. Ensuite, les autres qui ont intégré ont respecté des critères de convergence jusqu'à ce qu'on en arrive aujourd'hui à ce qui est devenu l'euro. Et je pense que pour la zone CEDEAO, et puis je pense que c'est déjà un grand bond en avant. Je pense que c'est déjà un grand bond en avant que les pays de l'UEMOA, à travers l'UEMOA, aient déjà une monnaie unique qui s'appelle le CFA et qui va devenir éco. Maintenant, ce que les anglophones dénoncent, c'est que, enfin, c'est peut-être des questions de forme. Le fait que ce soit le président français et Alassane Ouattara qui l'annoncent comme ça, enfin, brutalement, sans concertation. Mais sur le principe, je pense que, enfin, il n'y a pas beaucoup de soucis. Les gens peuvent discuter et puis arrondir les angles. Les gens de la CEDEAO auraient voulu que ce soit une décision de la CEDEAO, annoncée par la CEDEAO, mais non pas qu'un président français leur ravisse la politesse pour annoncer la décision. Mais justement, Yorodia, qu'est-ce qui fâche concrètement ces pays anglophones, puisque avant quand même la déclaration d'Abidjan, il y a eu cette rencontre, ce sommet qui s'est tenu à Abuja et au cours duquel la question a été discutée et la décision a été prise. Non, mais je pense que c'est des questions de diplomatie. C'est comme si la création de l'euro avait été annoncée par un président américain. Ça veut dire que les gens auraient vertement dit au président américain que, évidemment, même si vous avez aidé dans le plan Marshall, nous sommes encore des pays souverains et nous sommes des Européens, donc laissez-nous faire la décision. Mais je pense qu'à part ces questions de forme et d'élégance, mais dans le fond, il n'y a pas de problème. Quand vous voulez créer une zone monétaire, le fait qu'il y ait déjà une zone qui s'appelle l'UEMOA, où vous avez déjà des pays qui ont réussi l'intégration, c'est comme disait Aurélie Senghor sur le plan politique, la théorie des cercles concentriques. Nous avons déjà au niveau de la CEDEAO un premier cercle concentrique sur le plan économique qui s'appelle UEMOA et qui fonctionne très bien et qui a des critères de convergence. Maintenant, il faut y ajouter un autre bloc, ça veut dire le bloc des anglophones et éventuellement un autre bloc des pays comme la Guinée qui... Justement, la présence de la Guinée, Yorodia, la Guinée d'Alpha Condé. Mais bon, je pense on s'aperçoit que ce ne sont pas que les pays anglophones, mais il y a aussi la Guinée. Pour exister, pour montrer que, et puis moi aussi je suis dans la CEDEAO, je suis important, donc vous ne pouvez pas dire des choses comme ça sans m'associer. Ça veut dire que, comme on dit, chaque État définit la géographie internationale. La réunion des anglophones se comprend, mais Alpha Condé aussi veut montrer qu'il n'est pas, enfin, que même si économiquement la Guinée n'est pas un poids très lourd, il veut montrer aussi que la Guinée est un pays souverain. Et je pense que si les gens se mettent autour d'une table, fatalement, ça va arriver. On a déjà un premier cercle concentrique économique qui s'appelle l'UEMOA qui fonctionne très bien. Les anglophones vont créer un autre cercle concentrique et puis après, nous aboutirons à l'éco. Tout ce qui gêne dans cette histoire-là, c'est une question de forme. Que ce soit un président français qui l'annonce. Et à mon avis, ça, c'est pas normal.
Pour le CFA, à mon avis, j'ai toujours dit et j'ai toujours pensé que, enfin, le CFA était une bonne monnaie. Ce qui gênait, c'est le nom. Le fait que c'était colonie française d'Afrique et que ça devienne communauté financière africaine. Mais à part ça, le CFA, peut-être Moubarak le confirme là, le CFA est une très bonne monnaie. Et il faut aussi que les Africains comprennent ça. Nous sommes dans la mondialisation. Aujourd'hui, la France n'a plus de monnaie. Aujourd'hui, quand le déficit public français dérape, et puis la France est rappelée à l'ordre par la Banque centrale européenne qui est en Allemagne. Donc c'est tout à fait normal aussi que pour que nous, au niveau pour que le CFA soit convertible, que la France qui garantit cette monnaie, et puis ait aussi un droit de regard sur la gestion. Mais depuis que la BCEAO est africaine, depuis que les cadres sont africains, et ça fonctionne très bien. À mon avis, le seul problème qu'il y avait, c'était le nom. Et maintenant, même si on a l'écho va être soit arrimé à l'euro ou à d'autres paniers de monnaie. Donc il fait que les critères ne vont pas grandement changer. Yorodia, je m'en vais vous lire cette déclaration il y a quelques mois, voire quelques années, d'Aliko Dangote, première fortune africaine qui est du Nigeria. Les pays africains francophones ne contrôlent pas leurs économies. Fin de citation. Est-ce qu'il est à propos de rappeler cette déclaration de Dangote quand on parle aujourd'hui de cette position dégagée par les pays anglophones de la CEDEAO? Mais on peut lui rappeler aussi que le Nigeria ne contrôle pas son économie. On peut lui rappeler aussi que même la France ne contrôle pas intégralement son économie. On se rappelle pendant la campagne, le président Macron allait visiter des usines en disant que cette usine ne fermera pas et qu'à Florange, et immédiatement après la présidentielle, l'usine avait été fermée. C'est ça aujourd'hui la logique économique, à la logique économique mondiale. Et pour moi, le débat n'est pas une question monétaire, c'est une question économique. Aujourd'hui, la question fondamentale, c'est comment les Africains au niveau de la CEDEAO doivent se battre pour augmenter la croissance économique et pour mieux compter et exister dans la bataille économique mondiale. Un mot sur l'Iran, Yorodia, dans cette rubrique Le Diplomate. Vous avez signé une tribune dans le journal Le Quotidien il y a quelques jours à propos de l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani. Vous rappelez que l'Iran, donc la Perse, avec 2500 d'histoire, est un des seuls 3 pays au monde ayant une prétention universaliste. Les 2 autres pays, c'est la France et les États-Unis. Justement, l'Iran, sur cette question, est opposé à l'Amérique de Donald Trump. Quelle est votre lecture de ce bras de fer entre Washington et Téhéran? Non, la logique est simple. Je rappelais dans mon papier qu'il y a 3 pays qui ont une prétention universaliste. Ça veut dire et qui ne s'entendront probablement jamais. La France pour la révolution de 1789, les États-Unis qui se veulent le promoteur de la démocratie universelle après avoir réinventé la République, et l'Iran qui est assis sur 2500 ans d'histoire et qui ne comprend pas qu'un pays qui s'appelle l'Amérique et qui existe depuis 2 siècles et qu'ils disent qu'ils ne sont pas sûrs que dans 2 siècles l'Amérique sera encore là et que ce pays veut leur dicter une conduite. Donc c'est ça le problème de fond. Mais aujourd'hui, la nouveauté, c'est que quelqu'un comme Obama, qui est subtil, élégant, raffiné, pouvait initier un jeu d'échecs. Il faut rappeler que ce sont les Perses. Donc, moi je dis toujours derrière l'Iran perce toujours derrière la Perse perce toujours derrière l'Iran. Donc ce sont les Perses qui ont inventé le jeu d'échecs. Et donc Obama a joué un jeu d'échecs avec eux parce qu'Obama avait compris que les Iraniens avaient besoin d'un ennemi permanent, d'une tension permanente, d'une guerre permanente pour que les gens ne s'intéressent pas à la question interne. Obama avait compris ça. Jeu d'échecs, mais qui a échoué à la fin entre les deux. Non, Obama avait presque gagné parce que avec les accords de Vienne, les Iraniens avaient commencé à s'intéresser à la question économique en disant l'Iran fait trop de prosélytisme à l'international. Mais malheureusement, Donald Trump, qui est un cow-boy, n'a pas voulu jouer à ce jeu d'échecs. Lui, il a préféré envoyer un drone. Et aujourd'hui, le meilleur allié des ayatollahs iraniens, c'est Donald Trump parce que son activisme va fédérer tous les Iraniens pour défendre le régime. Oui, avec un Donald Trump aussi, un Donald Trump qui ira à des élections cette année. Yorodia, je disais un Donald Trump qui ira à des élections pour un second mandat dans son pays. Mais il ira à des élections à un second mandat, mais ça va être compliqué. C'est pourquoi cette procédure d'impeachment est très intéressante. Parce que les démocrates savent très bien que ça ne réussira pas, mais ils veulent attirer l'attention des Américains en leur disant on a toujours dit que ce monsieur-là n'est pas fit, ce monsieur-là n'est pas fait pour la fonction. Donc nous, on a essayé de faire un impeachment légal.
probablement on ne réussira pas, mais vous pouvez faire un impeachment démocratique dans un an en le cogédiant démocratiquement. Yorodia, merci. C'était pour le diplomate, le politologue Yorodia était en direct. Dose culture, dose cinéma. Au Sénégal, le 7e art remonte à bien avant les indépendances. Ceux qui maîtrisent l'histoire vous parleront d'Afrique sur scène, scène S-E-I-N-E, de Paulin Soumanou Vieira. Le cinéma sénégalais a connu son âge d'or entre les années 60 et 80. Pendant longtemps, ce fut une des industries cinématographiques les plus importantes et les plus productives d'Afrique. Un cinéma qui tente de renaître avec l'époque des précurseurs, dont le plus célèbre Ousmane Sembène. Le clap avec Oussama Monique Sagna. L'ours d'argent à la Berlinale 2017 est les talons d'or du Yenenga au FESPACO pour féliciter le Grand Prix du jury de Cannes pour Atlantique. Autant de signes du retentissement des films sénégalais au-delà de nos frontières. Mais quelle place occupe le 7e art sénégalais dans le monde? On peut l'analyser sous plusieurs angles. Dans un premier temps, en termes de production, des maisons de production étrangères font toujours confiance à nos réalisateurs, à nos cinéastes pour venir participer à la production de films ici au Sénégal. Ensuite, les films sénégalais gagnent des trophées. Il est rare de voir un cinéaste sénégalais ou des cinéastes sénégalais participer à un festival et revenir les mains vides. C'est rare, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde. Nos cinéastes, que ce soit l'ancienne génération ou l'actuelle, non seulement on gagne des prix, mais aussi on a des prix dans le monde qui portent des noms des cinéastes sénégalais. Je crois que ça signifie qu'il y a une certaine reconnaissance au niveau mondial. Je crois que c'est suffisant pour dire que le cinéma sénégalais, en tout cas, connaît une certaine reconnaissance, pour ne pas parler de notoriété. Derrière ces splendeurs se cachent plusieurs maux dont souffre le cinéma au pays de Mambéty. Là où peut-être le bas blesse un peu pour notre cinéma, c'est que tout ce rayonnement international, ma foi, n'est pas visible à l'intérieur de notre pays. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de salles. Enfin, les salles commencent à renaître. On est resté quand même quelques 20 ans, et même presque plus, sans salles. Ce n'est pas seulement propre au Sénégal, mais c'était au Mali jusqu'au Cameroun. Il n'y avait plus de salles parce que dans les directives de la Banque mondiale et du FMI, l'État s'était délesté de tout ce qui relevait du commerce qu'il a cédé un peu au privé. Mais les privés n'ont pas joué le jeu, en tout cas en matière de cinéma et en matière de construction de salles. À Saint-Louis, on avait 3 salles, mais aujourd'hui, il n'y a pas de salle de cinéma. Les films ne sont visibles que dans les centres culturels français, à l'Institut français. Aussi bien à Saint-Louis, aussi bien aussi à Dakar, pour une bonne partie. Et Mati, le film de Mati est passé là-bas. Donc, on attend que vraiment des salles de cinéma et que les centres culturels aussi régionaux prennent le relais et montrent ces films. Le cinéma sénégalais est l'un des plus anciens et des plus dynamiques du continent africain. Cependant, le 7e art sénégalais a besoin de soutien et de motivation forts pour retrouver son faste des années 60 à 80. Bonsoir, Madame Culture, Madame Cinéma, Oussama. Bonsoir, Mamadou. 2019, une année faste du cinéma sénégalais, on peut le dire comme ça? Tout à fait, une année très faste avec beaucoup de récompenses, beaucoup de trophées. On peut dire que le Sénégal a brillé dans tous les festivals auxquels il a pris part. On va commencer au FESPACO de 2019 avec Angèle Diaban, un air de Cora qui a eu le poulain en bronze. On a eu également le poulain d'argent pour Khadjatou Sow. On a eu également Mati Diop à Cannes. L'apothéose. Aussi également d'autres prix aux journées cinématographiques de Carthage. Mati Diop a encore brillé là-bas avec un trophée. Il y a également Mam Wourichoub, on ne parle pas d'elle assez souvent, mais son film 5 étoiles a eu aussi une récompense aux journées cinématographiques de Carthage. Il y a eu également le prix du meilleur documentaire au Festival de La Rochelle avec Alassane Diago, avec son documentaire Rencontrer mon père. Les jeunes également ont brillé. Il y a eu le jeune Ning qui a eu le prix du court-métrage durant le festival au Tchad, le festival tchadien. Donc autant de prix pour l'année 2019 pour le 7e art
sénégalais. Et les femmes sont bien représentées? Fort heureusement, il y a longtemps, on ne citait que Safi Faye. Elle a balisé la voie. Et là, actuellement, même les prix que le Sénégal a eu en 2019, la majorité a été remportée par les femmes. Mati Diop, bien sûr, Angel Diaban, Khadiata Sow, Mamouri Choub, Katilena Ndiaye, et il y a également Amina Sek, autant de femmes qui sont présentes dans le 7e art sénégalais. On va dire maintenant la cinéma, quoi. Oui, au féminin. Alors, que sont devenues les nombreuses salles de cinéma d'antan? Malheureusement, on n'a plus assez de salles. Les salles se comptent par les doigts d'une main. On a le cinéma, le canal Olympia, tout le monde le connaît. On a le cinéma Christa de Feu Tidiane Aou, qui tant bien que mal essaie d'être géré par ses héritiers. Nous avons le cinéma Empire. Nous avons également le complexe cinématographique de Ousmane Sembène. Et le paradoxe, c'est qu'il n'y a plus de salles, mais on rayonne hors de nos frontières. Il y a aussi les instituts culturels ici au Sénégal qui ont des salles de cinéma et qui de temps en temps projettent des films. Fort heureusement, il y a l'arrivée de ITV. ITV donne une grande place au cinéma sénégalais, à la production locale. Et il y aura une série de courts-métrages qui sera projetée à travers ITV. Et on ne le dit pas parce que c'est nous, mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est un ouf de soulagement pour le cinéma sénégalais parce que c'est quand même dommage que nous produisons et que nous ne les regardons pas à travers nos nombreuses chaînes de télévision. Et la Palme d'Or, c'est sûr, arrivera un jour, de même que l'Oscar. Vous y croyez vraiment? J'y crois. Mati a été éliminée, mais elle faisait partie du shortlist. Mais aussi, il y a Alassane Diago. Alassane Diago, son documentaire Rencontrer mon père est en lice pour la sélection des Césars. Donc peut-être qu'il va en faire partie. On croise les doigts pour lui et que l'année 2020 soit aussi faste que l'année 2019 pour le 7e art sénégalais. Merci, on dira Amin. Dieu t'entende. Oussama, merci. Ailleurs à direction Kédougou, le rapport ITIE 2018 fait état de la production de 12,5 tonnes d'or dans la région orientale. Le maire de la commune du même nom fustige le manque de soutien dans les industries extractives au plan social. Il lance un appel à l'État du Sénégal pour que les populations locales bénéficient plus de ressources. ITV Kédougou, Tidiane Cissé. En termes de responsabilité sociétale des entreprises, les industries extractives de la région de Kédougou sont absentes. C'est la conviction de Mamadou Adji Cissé. Depuis que je suis maire, ça fait aujourd'hui 5 ans, mais ils m'ont aidé que 2 fois. Même ça, c'est pas aidé. Donc, la première fois, ils m'ont donné 50 millions. La deuxième fois aussi, c'est un projet que j'ai fait aussi, qu'ils ont appuyé pour une valeur de 65 millions, mais bon, c'est insuffisant et insignifiant parce que, vu la capitale régionale aujourd'hui de Kédougou, donc devait être bien lotie par ces industries extractives. Le dernier rapport du comité ITIE de 2018 fait état de 12 tonnes d'or produites à Kédougou en 2018. Vu cette quantité, le maire de Kédougou pense que les industries extractives pourraient promouvoir le consommé local, ce qui est loin d'être le cas. Quand on parle de 12 tonnes d'or sorties dans la région de Kédougou, alors que Kédougou manque d'eau, manque de routes, manque d'électricité, manque d'infrastructures sanitaires, vous avez vu ce que ça fait dans le cœur des gens. Moi, ce que je demande à ces industries extractives, c'est d'acheter localement. Il y a beaucoup plus d'argent dans les achats locaux que dans les actions sociales. Et ce sont ces achats locaux qui permettront à la région de bénéficier des investissements miniers. L'État du Sénégal doit donc agir pour que Kédougou bénéficie de ses ressources. Il faut que l'État agisse. C'est pourquoi je parle de la responsabilité de l'État. Donc nous sollicitons encore une fois de plus vraiment que l'État réagisse vraiment parce que la population de Kédougou est fatiguée. Et alors que c'est une région aujourd'hui, si tu regardes la balance économique du Sénégal, la région de Kédougou occupe la première place des exportations à cause du secteur minier. C'est des milliards qui sortent à Kédougou. Et aujourd'hui, les populations de Kédougou ne peuvent pas bénéficier des retombées de ces milliards-là. Ce n'est pas normal. Pour le maire de Kédougou, sa commune souffre alors qu'en 2018, les industries extractives en activité à Kédougou ont apporté 25 milliards de francs CFA,
à l'État du Sénégal. Un constat malheureux à ses yeux. Suite donc d'ailleurs à de Kédougou, nous nous rendons au Burkina Faso. Le pays des hommes intègres est frappé de plein fouet par des attaques terroristes, des centaines de personnes tuées et plus d'un demi-million de déplacés. Les groupes armés continuent de hanter la nuit des habitants du Faso. Les Sénégalais y vivant sont épargnés, touchons du bois, mais ils en subissent les conséquences économiques. Notre reporter Ndiaga Thiam les a rencontrés. Jour ouvrable dans la capitale burkinabé. À pied, vélo ou motocyclette, les Burkinabés vaquent tranquillement à leurs occupations. Chez Ndiaga Diarra Fall, on confie d'abord sa journée à Dieu. Ensuite, on va à la recherche de la pitance quotidienne. Et quand la musique sonne sénégalaise, on est gonflé à bloc. Je suis sénégalais, résident ici au Burkina Faso. Ça fait 4 ans. Je suis commerçant de mercerie. Par exemple, les articles de couture. Ce matin, quelqu'un m'a appelé et il m'a commandé des fermetures. Et je pars chez lui comme ça. On a choisi de travailler avec Fall parce qu'il nous trouve tout ce que nous voulons en temps. Et puis, il y a la diversité des choix aussi. On peut trouver la chose même avant qu'on ait l'argent sur nous. Il y a certains avantages qui nous relient, donc c'est pour ces raisons qu'on a opté de travailler avec lui. Une mercerie quasi mobile dans un véhicule toujours prêt à démarrer. Mais dans un contexte d'insécurité grandissante, Ndiaga lui-même s'est fixé des limites à ne plus dépasser. Et c'est tout son business qui prend un coup. Oui. Bon, j'aimerais que tu m'envoies ça immédiatement. Ah, où ça? Ah, mon ami, vraiment, je suis désolé. Vous avez vu, c'est un client qui est depuis Fada à 280 km de Ouaga. Donc, je partais là-bas souvent. Souvent, je partais là-bas. C'est moi qui commandais leurs marchandises et je pars les donner. Mais actuellement, avec l'insécurité du pays là, c'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pour cela que je l'ai dit de venir. On va se croiser à 150 km de Ouaga, mais il m'a dit que non, comme il n'a pas le temps. Donc ça nous a un peu bloqué nos activités, quoi. Mor Sall est bijoutier dans un quartier huppé de Ouagadougou. Une grande partie de sa clientèle était des touristes. Mais une clientèle qui se fait désormais de plus en plus rare. Conséquence, son activité tourne au ralenti. Il faut reconnaître qu'en ce moment, nous avons quelques difficultés avec la situation sécuritaire du pays. Tout le monde sait que la bijouterie, c'est l'artisanat. Et donc, une partie de notre clientèle, c'est les touristes. Et depuis qu'une partie du pays a été déclarée zone rouge, ils ne viennent plus. Donc, ça a un impact négatif sur notre travail. Et en plus de cela, les autochtones eux-mêmes ont peur des fois de débourser de l'argent. Et toutes les activités tournent au ralenti. La bijouterie relevant du luxe, quand ça ne va pas ailleurs, ça se ressent fortement chez nous. Comme Ndiaga Diarra Fall et Mor Sall, certains Sénégalais vivant au Burkina Faso subissent les dégâts collatéraux des attaques terroristes. Leur souhait, le retour définitif de la paix, une paix durable, gage de tout développement.
Burkina Faso, le pays des hommes, intègre Kédougou, la terre des hommes, dans ce jeu de pile ou face, le chien et le chat. Deux autres compagnies de l'homme ou animaux de compagnie de l'homme. Si les deux félins se ressemblent dans certains domaines, ils ont toutefois un caractère très différent l'un de l'autre. L'un est docile, l'autre est rebelle. Ceci expliquant cela, l'homme préfère souvent avoir le chien ou le chat comme compagnon. Portrait croisé, Omar Khan, Seleman Diallo. Couché. Ça va bien. Zorba, debout. Bien debout. Assis. Ça va bien. Devant. Il obéit à son maître. Parfois, Paul n'a même pas besoin de parler pour donner des ordres à Zorba. Entre Zorba et son maître Paul, c'est l'amour parfait. Le même entre ce chat et son propriétaire, qui l'amène aujourd'hui en consultation. On essaie vraiment d'avoir un examen exhaustif, un aperçu exhaustif de toutes les complications possibles. Parce qu'une chute, ça peut entraîner aussi des ruptures d'organes. Si le chien est un animal très obéissant, ce n'est pas le cas du chat, qui lui est un animal très libre et capricieux. Par exemple, un chien est très inféodé à son maître. Un chien, il aime son maître, il obéit à son maître, il vit pour son maître. Donc voilà, par exemple, un chien, vous le caressez, il vous rend ça en vous donnant des câlins, en vous donnant des caresses, et puis il vous lèche et tout. Donc il est là vraiment pour vous rendre ce que vous lui donnez. Un chat, je ne vais pas dire qu'un chat ne rend pas, mais un chat, par exemple, c'est lui qui choisit les moments où vous le caressez. C'est lui qui choisit les moments où il joue avec toi. Le chat, en fait, c'est un animal qui est indépendant. On ne parviendra jamais à être son maître, non. Lui, par exemple, on a l'impression souvent que le chat ne comprend pas les ordres qu'on lui donne. Il comprend très bien, seulement il ne veut pas obéir. Alors que le chien, lui, il se fait une joie d'obéir à son maître. Et le chien peut même protéger la maison. Donc la preuve, il y a des chiens de garde. Ouais. Mais vous ne verrez jamais un chat qui va garder la maison pour toi. C'est bien ce que confirme ce dresseur. Dresser un chien, c'est plus facile que de dresser un chat. Oui. Parce que dès le commencement, le chien est toujours l'ami de l'homme. Au départ, il n'était pas domestiqué, mais au fil du temps, le chien est devenu un animal domestique. Il est plus sociable et il est plus dressable que le chat. Si, contrairement au chien, le chat, lui, ne peut pas garder la maison en l'absence de son maître, ni renifler la drogue ou retrouver quelqu'un grâce à son odeur, il a tout de même, paradoxalement, un odorat 2 fois plus développé que celui du chien. Le chat, en termes d'odorat, l'homme, il est au bas de l'échelle. Après, le chien, il a 10 fois plus que l'homme. Et maintenant, le chat, on estime qu'il a à peu près entre 60 et 65 millions de cellules olfactives. 2 fois plus que le chien, pratiquement. Et le chien en a à peu près une dizaine de fois plus que l'homme. Donc, ça veut dire qu'un chat peut discerner des goûts qui sont assez, assez variés, Le chien et le chat, 2 félins qui se ressemblent, mais que tout oppose, ou presque. Et ce n'est pas pour rien que l'expression « s'entendre comme chien et chat » est utilisée pour relever une mésentente permanente entre 2 individus. Omar Khan, bonsoir. Merci pour ce reportage. Y a-t-il des Sénégalais qui domestiquent des chiens et des chats que tu as rencontrés dans ce reportage? Oui, Mamoudou, j'ai eu la surprise de ma vie. Des chiens, on sait, mais des chats, quand même, j'ai été très surpris de voir des Sénégalais domestiquer des chats chez eux. Parce que le chat, on n'est pas très coutumier avec le chat. Le chien, tout le monde, quand même, c'est répandu. Presque tous les jeunes aujourd'hui ont des chats, mais il y a des Sénégalais bel et bien qui ont des chats, qui domestiquent des chats chez eux et qui les vouent un amour vraiment extraordinaire. Il y a des résistances culturelles, religieuses? Culturellement, oui, il y a des résistances, mais religieusement, ce n'est pas prouvé.
Même culturellement, ce n'est pas très fondé. On dit que oui, c'est pas bien de domestiquer un chien ou un chat à la maison. C'est pas très fondé culturellement. Religieusement aussi, beaucoup font la confusion entre, pensent que ce n'est pas bien d'adopter un chien, de domestiquer un chien ou un chat à la maison, alors que ce n'est pas du tout que le cas. Je parle sous le contrôle de Imam Kanté. Il n'y a pas dans la religion quelque chose qui interdit de domestiquer un chat ou un chien. Oui. D'ailleurs, beaucoup de chefs religieux ont des chats, surtout des chats qu'ils ont chez eux. Donc c'est plus une croyance populaire, comme on dit. Oui, une croyance populaire, c'est ça. Alors, est-ce que ces animaux de compagnie représentent finalement un danger pour les personnes, oui, dans une moindre mesure. Parce que j'ai vu quand même que ceux-là qui ont surtout des chiens, ils surveillent leurs chiens. Et puis, vous n'allez pas peut-être me croire, mais ces chiens ont des carnets de santé. Et pourquoi pas? J'en ai vu, je vais vous raconter la petite histoire. Oui, exactement, ils ont des carnets de santé qui vont très souvent, régulièrement, voir le vétérinaire, et donc en consultation. Et bon, le souci, c'est que c'est dans la promenade. Quand ils font la promenade, parfois, ils laissent, surtout les jeunes, qui laissent parfois le chien courir. Parfois, c'est en pleine rue. Je pense que même cela, il faudrait y repenser. La manière dont ils font leur promenade. Et la petite histoire que je voulais raconter, aux États-Unis, vous avez des chiens qui sont admis même dans des hôtels. Ouais. Qui ont réserve des chambres d'hôtel. Pas ces chambres que nous occupons, mais pour vous dire. Et parfois même des obsèques sont organisées pour les animaux domestiques dans certains pays. Et j'ai rencontré une jeune fille dans ce reportage que je n'ai pas montré, qui n'est pas sorti, mais elle devait en fait prendre son chat. Mais elle me dit qu'elle ne peut pas prendre son chat parce qu'il faut d'abord qu'elle passe voir le vétérinaire. Ensuite, il faut qu'elle prépare le périmètre du chat, lui préparer son lit et tout ça. C'est juste vous dire que les Sénégalais s'y font. Il y a des Brigitte Bardot maintenant au Sénégal. Oui, exactement. Oui. Il y en a. Très bien. Merci Omar Kane. Merci pour ce reportage. Et la pensée du jour, ils sont comme chiens et chats, se dit de deux êtres qui ne s'entendent pas, qui se querellent tout le temps. Ici, nous aimons bien les animaux, vous l'avez remarqué. La semaine dernière, c'était le cheval. Aujourd'hui, le chien et le chat. Totalement, bonsoir, bonne semaine. Merci à Khalifa Diakhaté et Mas Mboup pour la réalisation. Merci à toute l'équipe qui s'est mobilisée, à nos invités aussi. Très bonne fin de dimanche et à dimanche prochain.